Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est moi, Georges Brites, qui animerai ce nouvel épisode de l'allumeur de réverbère. Dans ce troisième épisode, nous allons aborder un nouveau thème d'une grande importance dans la région du Sahel, à savoir les enjeux écologiques. Désertification, sécheresse de plus en plus récurrente, pollution des sols autour des activités minières nombreuses dans la région, surexploitation des ressources de pêche, etc., etc. Les enjeux sont nombreux et n'ont pas que des impacts environnementaux puisqu'ils créent des tensions politiques et sociales sur l'accès aux ressources, déstabilisent des pans entiers de la société et font naître des conflits où interviennent une multitude d'acteurs. Et le conflit au Nord Mali, par exemple, depuis 2012, n'est pas complètement déconnecté des questions environnementales ou énergétiques. Nous nous sommes rendus pour cela à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, et le 24 janvier dernier, nous avons interrogé deux militants écologistes, Bamba Samori Soueydati, qui est à l'initiative d'un espace vert dédié à la reproduction et à la sauvegarde d'une espèce protégée de tortues à Nouakchott, et Maïmouna Salek, qui est aussi journaliste. Je vous laisse avec eux en espérant qu'ils vous donneront les clés de compréhension nécessaires sur cette thématique. Très bonne écoute. Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Nous sommes le 24 janvier et nous sommes à Nouakchott sur la route de Rosso. Alors aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un nouveau sujet qui porte sur les questions environnementales dans un pays, la Mauritanie, qui est assez emblématique des problématiques environnementales dans le Sahel, avec des enjeux comme la désertification, l'accès à l'eau, l'extraction des matières premières ou encore la pollution des sols. Donc pour aborder tous ces sujets, nous avons invité, alors je peux même pas dire deux personnes, je vais vraiment dire deux personnages. D'abord Maïmouna Salek, journaliste et militante écologiste, si je peux te décrire Absolument, comme ça, absolument. qui joue régulièrement un rôle de lanceuse d'alerte sur beaucoup de sujets liés à l'environnement. Donc l'orpaillage, la spéculation foncière sur les zones vertes. Alors, et celui qui vient d'intervenir, donc, c'est Bamba Samori Soueydati, qu'on a invité au titre aussi d'une initiative qu'il a depuis plusieurs années au bénéfice d'une espèce animale, qui sont les tortues, dont on va parler aujourd'hui aussi. Déjà, bonjour tous les deux. Bonjour. Ouais. Je me tourne d'abord vers Bamba. Bamba, est-ce que déjà tu peux nous dire, pour commencer, où est-ce qu'on est, et en même temps de nous décrire où est-ce qu'on est, du coup en profiter pour nous expliquer un peu ton initiative sur cet espace. Eh bien, Bamba Samori Soueydati, comme il vient de le dire, c'est ça mon nom. Nous sommes à Dbagana, une association qui s'appelle Dbagana, qui élève des tortues, qui les protège. Ce sont des tortues sulcata qui sont en voie de disparition donc sur la liste rouge. Et nous les protégeons. La liste rouge de l'UCN. Oui, de l'UCN, évidemment. Là, nous les protégeons, effectivement, et nous faisons un lâcher annuel de notre production. Entre 2003 et 2018, nous devons avoir lâché à peu près 1600 tortues, 1600 toutes petites tortues, entre les 4 régions les plus proches de Nouakchott, c'est-à-dire le Trarza, le Gorgol, le Guédimaka et le Brakna. Bon. Pourquoi les tortues Comment tu as commencé C'est pour à faire ça? repeupler l'environnement. C'est pour repeupler la nature parce que les gens les mangent. Là où nous sommes, en Mauritanie, les gens mangent les tortues. D'ailleurs, ils pensent qu'elles soignent l'asthme, alors qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'elles soignent l'asthme. C'est en vivant avec elles qu'elles vous aident à respirer comme il faut. Parce que l'asthme n'étant pas une maladie microbienne, on ne prend pas d'antibiotiques, rien du tout. La tortue vous nettoie l'air, vous respirez comme il faut, et là, c'est fini, vous n'avez plus l'asthme. Mais si vous n'êtes pas avec des tortues, alors là, c'est autre chose. La nature est peut-être... Ça, je ne savais pas, alors que je viens souvent ici. Je n'ai jamais su ça. Si, parce qu'elle vous nettoie l'air complètement, et là, vous respirez tout simplement. Bon, comme je vous dis, l'asthme n'étant pas une maladie microbienne, donc c'est une allergie tout simplement. Alors, elle vous nettoie l'air et puis c'est tout. Mais l'autre fois, tu me disais que
ton initiative, elle est... Bon, lorsque les gens en entendent parler, limite, ils te traitent un peu de fou Ils disent un vieillard qui a plein d'argent et qui est en train de nourrir des tortues, bêtement. Ils ne comprennent pas l'utilité d'une tortue. Ils ne comprennent même pas l'utilité d'un arbre, l'utilité de l'environnement en général. Pour eux, l'arbre est synonyme de moustique. Les gens vous coupent les arbres parce que pour eux, ils vous amènent les moustiques. Alors qu'en réalité, l'arbre n'amène pas de moustiques. C'est la saleté, c'est des tas de choses, c'est l'eau stagnante, c'est cela, mais pas l'arbre, non. Les gens n'ont aucune notion de l'environnement, de ce qu'est l'environnement. Parce que l'environnement, c'est extraordinaire. L'environnement en général, c'est la terre, l'eau, l'air. On ne peut pas se passer de l'un d'eux. Aucun. On ne peut pas s'en passer. Oui, parce qu'ici, il y a des tortues, mais c'est aussi un espace vert. Oui, on a des arbres fruitiers à n'en plus finir ici. On doit avoir au moins 500 à 600 arbres ici. Maïmouna, qu'est-ce que ça t'inspire en fait l'initiative de Bamba et les réactions que ça suscite aussi? Alors, moi j'ai trouvé, la première fois que j'ai entendu parler de cet espace, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée géniale. Dommage que ce soit vraiment un privé dépourvu de moyens. C'est-à-dire il n'est pas subventionné, aucune collectivité locale, ni régionale, ni l'État, ni une administration ne l'appuie dans ce qu'il fait alors que c'est d'un intérêt public, d'un intérêt général. Il fait de la sensibilisation, il fait de l'éducation environnementale. Les écoles viennent ici. Donc vraiment, moi, à chaque fois que je peux, j'essaie d'organiser avec des lycéens, des collégiens, des visites ici pour voir. Parce qu'en fait, c'est le seul qui... Mais il parle mieux quand il y a des enfants à côté. Voilà, il explique mieux quand il a un public. Devant un micro, c'est pas son dada. C'est pas la même chose. Voilà, exactement. Alors sa passion, c'est justement ça. Il faut se dire qu'il y a des enfants qui nous écoutent ici. Voilà. Alors sa passion, ce sont ces arbres. Ces arbres, cet espace vert et en plus les tortues. Il en parle d'une façon extraordinaire. Donc il a été choqué parce que les Mauritaniens mangent les tortues. C'est une espèce en voie de disparition. Ça demande beaucoup de temps et d'efforts pour avoir une population de tortues. Et c'est vrai que leur intérêt est extrêmement important. On a besoin de personnes comme lui. On a besoin d'espaces comme ici. Et je trouve que ce qu'il fait, et qu'il fait déjà depuis très très longtemps, c'est quelque chose d'extraordinaire. 98. Voilà, donc depuis 98, ça fait combien d'années? Ça fait une vingtaine d'années, 21 ans. Voilà, donc si on peut l'aider et multiplier ce genre d'actions, d'activités et que ce soit vraiment pris en charge dans les politiques publiques, je trouve que c'est... Oui, parce que c'est pas seulement, elle ne s'intéresse pas à la question, c'est que quand Bamba, tu les interpelles parce que par exemple à côté de l'espace, il y a des garagistes qui laissent couler, qui polluent les sols, etc. En fait, tu n'as pas de soutien en fait. Non, au contraire. J'ai pu soutirer une lettre au ministère de l'Intérieur à 2 reprises, avec 2 ministres, avec Ould Boili la première fois, la deuxième fois, avec Ould Mohamed Rere. Et ça n'a jamais abouti. Ils ont ordonné d'enlever tout ça, mais d'ailleurs, l'un des walis, des derniers walis qui ont été nommés ici, m'a dit pourquoi est-ce que ceci n'a pas été exécuté. Il a dit ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à l'administration qu'il faut poser la question. Moi, j'ai suivi ce courrier-là jusqu'à ce que je l'ai pris. Je vous l'amène, alors exécuté. Il m'a dit non. On va voir, on va essayer, mais ils n'ont jamais exécuté. Mais c'est drôle, Maïmouna, que tu aies dit, il explique, en fait, Bamba, il explique même mieux devant les enfants. C'est qu'il y a une fois, on était venus l'année dernière avec, il y avait des adultes et des enfants dans un groupe. Et je me rappelle qu'après, il y a une des mamans qui est venue me dire, mais pourquoi il élève des tortues, pourquoi il les mange pas? Et en fait, alors que ces enfants avaient très bien compris, en fait, mais c'est l'adulte qui n'avait pas compris, en fait. C'est pas la même chose, parce que les enfants, ils sont encore petits, ils n'ont pas encore cette idée-là bien inculquée en tête. Tandis que la vieille femme, c'est fini. De père en fils, elle mangeait des tortues. Et puis, c'est pas la même chose. Pour elle, c'est pas facile d'arrêter de manger des tortues. Si tu lui expliques qu'elle n'accepterait jamais, il va te dire non, c'est de la bonne viande, c'est ceci, c'est cela. Ça soigne des maladies. Ça soigne l'asthme. Elle va te dire d'ailleurs à quoi elle sert, la tortue. Autant la manger. Alors là, je me tourne vers Maïmouna. Donc toi, tu es journaliste et active depuis longtemps sur les questions environnementales. Donc il me semble que tu as participé à plusieurs COP et à des événements internationaux comme ça à l'étranger sur les questions environnementales ou climatiques. Tu as dénoncé plusieurs fois ce que moi je qualifie de violences écologiques en Mauritanie, telles que la dégradation de la grande palmeraie du 5e qui est à Nouakchott. D'ailleurs, j'ai vu que tu as publié quelque chose. Oui, je rappelle parce que j'ai rencontré hier le maire de Sabra. Il a promis de se saisir du dossier parce qu'il avait reçu des informations comme quoi qu'il n'y avait rien à faire, que c'était perdu, que la palmeraie appartenait à des promoteurs privés. Je lui ai dit que non, il y avait un conflit. Il y a les cultivateurs, donc les anciens
propriétaire qui était toujours là, qui voulait faire revivre la palmeraie, continuer à cultiver des fruits et des légumes et les vendre comme avant, vivre de cela, oui. Et en face, on a les promoteurs qui attendent qu'ils meurent en fait, les vieux qui sont là-bas, les résistants, pour s'accaparer des terres pour faire des projets immobiliers. Et j'ai relancé donc le reportage et la pétition pour qu'ils s'en ressaisissent des dossiers. Il a promis de prendre les choses en main. Et donc on va, Inch'Allah, les temps sont favorables, il y a une ouverture politique, beaucoup d'espoir. On a une ministre aussi qui connaît très bien les dossiers, qui était... et qui veut travailler aussi. Qui faisait partie de nos premiers engagés environnementaux en Mauritanie. Elle a beaucoup travaillé avec la société civile et donc elle est très sensible à ce dossier. Donc la présidente de la région de Nouakchott aussi, qui est une environnementicienne, mais aussi elle avait une casquette environnementaliste parce qu'on a travaillé ensemble au Club des Amis de... C'est la seule qui m'a déjà rendu visite parmi tous les maires. Ah non, elle est spéciale, La seule. Elle a été... Je ne dépendais pas d'elle, elle était à Tabrazaina. Absolument. Elle a une fibre verte, comme on dit. Elle était membre du Club des Amis de la Nature, au même titre que moi, il y a très longtemps. Donc c'est vraiment une militante et on a eu l'occasion d'en parler, d'en discuter. Donc ces éléments-là font qu'on a espoir que la palmeraie, qui est vraiment un poumon mais extraordinaire, non seulement écologique, mais aussi économique et social, historique, parce que ça fait partie aussi, c'est un patrimoine historique de la ville. En quelques mots, tu peux expliquer ce que c'est que cette palmeraie dans Nouakchott? Alors la palmeraie de Nouakchott a été créée en 1959, je pense, en même temps que le centre d'épuration de Nouakchott. Donc il y avait beaucoup d'eau qui allait être versée et on s'est dit, à l'époque, les autorités s'étaient dit, il faut créer un espace vert pour absorber cette eau qui n'était pas... on ne pouvait pas boire, elle n'avait pas un usage humain, mais qu'on pouvait utiliser justement pour l'agriculture, pour le potager. Et à l'époque, les autorités avaient fait venir à Nouakchott, parce que Nouakchott était inhabité, des agriculteurs et des cultivateurs, aussi bien du fleuve que du Tagant et de l'Adrar. C'était les rares endroits où il y avait des populations qui avaient ce savoir-faire. Ils avaient développé, mais vraiment c'était très bien aménagé. Il y avait des allées, il y avait des espaces pour les fruits, des espaces pour les légumes, des espaces pour les dattes, pour les palmiers dattiers. Et ces palmiers dattiers sont toujours là. Et c'est vrai que tout ce qui est légumes et fruits a été détruit, a été saboté. C'était fait exprès parce que le centre d'épuration qui continue à fonctionner, il y a juste besoin d'entretien. Les canalisations sont toujours là, le goutte à goutte est toujours là. Vraiment, toutes les machines, on a visité avec des professionnels, même ceux qui le faisaient fonctionner. Le seul problème, c'est qu'on a commencé à ramener des eaux qui ne sont pas des eaux du réseau d'assainissement, c'est-à-dire de l'eau douce, mais de l'eau salée qui stagne dans les rues et elles sont... donc voilà, c'est ça. Voilà, ça a complètement ça a tué les sols et tout ce qui était aussi traitement biologique, donc pour tuer les... ça a été arrêté aussi, donc ce traitement. Et voilà, donc il suffit vraiment d'une volonté politique et d'un peu d'investissement pour que ça redémarre. Les promoteurs. Quand on se promène dedans, il y a quelques personnes qui cultivent hors sol. Oui, mais absolument. À part ça, on dit aux gens, allez pas là-bas la nuit tombée, c'est un repère de bandits. Ah bah oui, c'est fait exprès. Donc il y a des incendies qui sont régulièrement provoqués. Les bandits sont laissés là-bas. C'est vraiment un no man's land. Il n'y a pas de lumière. C'est à 2 pas du centre-ville. On est en plein centre-ville. On est en plein centre-ville. C'est entre le 5e et la capitale. Voilà, entre Sapra et Nouakchott, c'est vraiment en plein cœur de la ville. C'était vraiment les promoteurs immobiliers qui ils se sont dit, voilà, on n'a qu'à faire venir des légumes et des fruits du Maroc et du Sénégal, maintenant qu'il y a la route, et voilà, et on construit des hôtels ici. C'est vraiment l'endroit idéal pour des projets immobiliers. Tu sais que je suis écœuré, moi, quand je vois des légumes qui viennent du Maroc, des fruits. Alors qu'on a un fleuve comme celui-ci, là. Imagine-toi. On a un réseau, on a tout ce qu'il faut. On a un problème d'assainissement. Nouakchott a un problème d'assainissement. On va revenir sur cette question de la palmeraie à Nouakchott, mais juste avant, il me semble qu'il n'y a pas tant de journalistes que ça qui traitent des questions écologiques, climatiques, etc. Pourquoi tu t'es lancée Parce que je ne suis pas journaliste à la base. Donc voilà, je suis devenue journaliste justement après avoir piqué le virus de la conservation environnementaliste. Et je suis devenue journaliste justement parce que j'ai senti qu'il y avait besoin d'éducation et de sensibilisation. Le problème en Mauritanie, c'est un problème comportemental, c'est un problème de mentalité. Nous n'avons pas l'éducation environnementale à l'école.
À l'école, on ne nous apprend pas à quoi sert un arbre, les utilités d'un arbre. On ne nous apprend, bon, pas nous, moi j'ai appris à l'école française, c'est un peu différent. Mais mes enfants n'apprennent pas à l'école l'utilité de l'arbre, tout ce qui est écologie, tout ce qui est environnement. Et donc, ils n'ont pas cette fibre, ils ne comprennent pas l'intérêt des espèces animales. Ils sont sauvages, ils sont de vrais criminels. Quand on les voit, comment ils traitent les chats, les chiens dans la rue, comment ils traitent tout. Donc, tout ça, c'est une culture, c'est une éducation. Donc j'ai vu qu'il faut beaucoup de sensibilisation, il faut beaucoup de communication autour de ces questions. Et c'est comme ça que je suis devenue journaliste. J'avais dit tout pour à l'heure toucher le plus de monde. Que l'arbre était synonyme de moustique, c'est pas vrai. Oui, c'est des idées reçues, beaucoup d'idées reçues. Oui, voilà. En fait, ça a une explication sociologique. Les premiers arbres connus à Nouakchott, parce que c'était vraiment le premier contact avec les populations, ce sont les prosopices qui étaient venus d'ailleurs, qui ont été importés. À Toujounine, oui. Voilà, pour fixer les arbres. Et malheureusement, le prosopice, c'était vraiment pas la bonne idée. C'est pas l'arbre. C'est pas du tout l'arbre. C'est pas le meilleur arbre, oui. D'abord, il intensifie la désertification parce qu'il pompe tout ce qu'il y a comme eau. On l'arrose pas, mais lui, il a des racines qui vont chercher l'eau partout. Donc, il accélère le phénomène. Et en plus, c'est un nid à moustiques. Et ça, c'est vrai. Mais c'est vraiment le prosopice. Est-ce que tu sais, Maïmouna, que le Commiphora africana, que nous appelons ici Adrs, il s'alimente sur les racines du prosopice. Et il le tue. Ah, ça, je ne savais pas. Mais nous, ici, on passe la journée à se curer les dents avec ça. On tue les Commiphora africana, on les tue pour faire des cure-dents, alors qu'ils pouvaient nous aider à tuer les prosopices. Il y a ça. Il y a cette absence de connaissance, on n'a pas cette absence de savoir-faire. Si on savait ce qu'un arbre, parce qu'un arbre, il soigne, un arbre, la Toug, par exemple, avec la société Toug, la valorisation de cet arbre, qu'avant nos grands-pères, nos ancêtres, on disait Toug. Mais ça, c'est tout un savoir-faire local qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas accès à ce savoir, à ces connaissances qui est en train de disparaître. Mais nos arbres, ils ont des vertus mais extraordinaires. Ça, on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas à l'université. Non, à l'école, on n'apprend rien du tout concernant l'environnement. Ça, c'est vraiment dommage. Absolument rien du tout. La nature, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Alors que nous, on est... C'est que moi, j'ai vu, c'est moi qui ai fait l'expérience d'ailleurs, parce que j'ai eu à maintes reprises une hypoglycémie, parce que je suis diabétique, j'ai eu une hypoglycémie quand je prends du carreau avec du lait. Du lait gloria, plusieurs fois. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour à mon diabétologue, mon docteur, au cas où il ferait des recherches, il n'a qu'à faire des recherches sur le carreau. C'est extraordinaire. J'ai l'hypoglycémie automatiquement quand je prends du carreau. Là, je le prends toujours. Je le prends toujours parce qu'il me fait descendre le truc. Et c'est parce que les gens ne font pas de recherche, tout simplement. Ces gens-là, comme elle vient de le dire, les gens qui ont fait ces recherches-là pour Toug, mais c'est extraordinaire, ça. Toug, chez nous, il y en a plein. Absolument. C'est un arbre qui pousse tout seul, en fait. Il n'a pas besoin d'eau, pratiquement. Il n'y a pas besoin de soins, il n'y a rien. Donc, il sert l'homme et l'animal. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, il favorise... il fixe les dunes. Et plus il y a d'arbres, plus il y a des pluies, en fait. Et ça, aussi, les gens ne savent pas. Que ce sont les arbres qui attirent la pluie. Donc, quand il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pluie. Je l'ai dit toujours à des gens, quand je leur explique, s'il y a des arbres, il va leur envoyer la pluie. Mais laissez les arbres tranquilles. Que ça, on doit l'enseigner. C'est à l'école qu'on doit enseigner tout ça. Il y a des gens qui m'ont une fois dit que je suis un peu bête. Parce que je leur ai dit qu'il ne faut pas tuer le chacal. Il tue mes animaux, tu veux que je ne le tue pas. Et je suis parti de là-bas, il m'a pris pour un con. Moi, ça me rappelle un conte de ma grand-mère, si on a le temps. Tu penses? Oui. Là, ça me rappelle un conte. Justement, je crois que c'est elle qui m'a passé cet intérêt-là. C'est cette histoire parce que je n'arrive pas à l'oublier. Pour m'expliquer le cycle de la vie et l'interaction des espèces entre elles. Elle m'a raconté, elle me dit, voilà, il y a très longtemps, quand elle était petite, sa famille est une famille nomade. Un jour, ils ont décidé de se poser parce qu'ils avaient trouvé un endroit extraordinaire. Il y avait de l'eau, une forêt à côté. Il y avait vraiment toutes les conditions nécessaires tout ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, on est nomade pour aller chercher du pâturage ou de l'eau, etc. Et là, ils avaient vraiment trouvé un endroit extraordinaire dans un oued.
ils ont quelques chèvres, ils ont du bétail pour survivre. Puis un jour, les hommes se réunissent, ils disent, bon, il y a des loups qui rôdent pour protéger le bétail, on va aller les tuer, on va faire une descente sur les loups. Et ils sont partis, ils ont tué les loups. Quelque temps après, le petit campement qui était devenu un peu grand parce que d'autres sont venus aussi s'installer avec eux. S'ajouter à... Voilà, il y a eu une invasion de gros mangoustes. نوع من نسيت اسمه des mangoustes ما نعرفهم ديال voilà. Je connais pas le C'est nom. une sorte, voilà, un animal. Ils ont été envahis par cet animal. Ils ont dit on va faire une descente et on va les tuer. Et ils les ont tués. Quelque temps après, ils ont été envahis par des rats, des petits... Des rongeurs. Des rongeurs. Shingalom, donc les marmottes. Voilà. Et donc ils ont tué leur grenier, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient comme céréales. Ils les ont tués, puis en certain temps, ils ont été envahis par les serpents. Chaque époque, ils étaient envahis. Ensuite, les serpents, c'était les cafards. Et un beau jour, donc il y a un vieux, il leur dit « Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez commis une première bêtise et vous n'arrêtez pas de cumuler De continuer, oui. Avec les loups que vous avez tués. Vous avez tué ceux qui mangeaient les mangoustes. En tuant les mangoustes, vous avez tué les serpents. Je crois que c'est eux, ils mangeaient les serpents. Ensuite, les serpents se nourrissaient d'eux. Alors, chaque animal se nourrissait de l'autre. Bien sûr. En tuant celui-là, vous êtes envahi. Une chaîne alimentaire extraordinaire. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours. Et ça, si on n'explique pas aux petits-enfants que nous étions, voilà, on va être les plus gros prédateurs sur des espèces. Toi, tu as lancé, il me semble que c'était l'année dernière, une pétition concernant la palmeraie de Nouakchott. Oui, j'ai signé. De mémoire, il y avait 500 ou 600 signatures la dernière fois que j'avais vu. 480 hier. Ouais. Même pas 500. Il y a à peu près 1 million d'habitants à Nouakchott, ou un peu moins, ou un peu plus. Tu t'attendais à plus de signatures? Absolument, je m'attendais à au moins 500 la première semaine. L'idéal, j'attendais d'atteindre 500, c'est-à-dire à peu près la moitié des habitants de Nouakchott, pour la porter. Ouais. On n'y est pas encore, tout à fait. Ouais. Mais on espère on atteindra les 500 cette semaine et on ira la porter à qui de droit. Est-ce que les gens ils comprennent vraiment l'enjeu de cette palmeraie en fait? Il y a ça aussi, non? Il y a ça parce que comme le maire, déjà parce qu'il est maire et c'est dans sa... Ça dépend déjà lui. Du moins de Sabra. Et puis il paraît qu'il est très bien, le maire. Ah oui, il est jeune et si lui déjà il était désinformé, ça veut dire que le citoyen lambda... que les citoyens lambda... Non. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu avais aussi dénoncé les pratiques d'orpaillage. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots? Alors, il y a les conséquences sociales sur les conditions de travail, etc., mais il y a des conditions environnementales directes aussi. Et ça, elles sont beaucoup plus dangereuses parce que voilà. Avec tout. Alors, ces personnes utilisent le mercure sans comprendre que le mercure, c'est extrêmement dangereux, que c'est plus dangereux que le cyanure, alors que les gens pensent que le cyanure est plus dangereux que le mercure. Ils sont dangereux tous les deux. Non, c'est pas la même chose. Le cyanure est un poison. C'est-à-dire qu'il te tue tout de suite. Oui, effectivement. Et il peut ne pas te tuer aussi, au contraire. Difficilement. Voilà, donc ça dépend parce qu'il réagit en fonction du milieu. C'est difficile, oui. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Le mercure tue sûrement, mais lentement. Ce sont des souffrances horribles. Le cyanure en contact de l'air se dégrade. Le mercure ne se dégrade pas et au contraire. C'est-à-dire qu'il se transforme à chaque fois qu'il est mangé par une espèce plus grande. C'est-à-dire que du mercure qui se pose sur une plante, mangé par un animal et que cet animal est mangé par un autre animal, comme le poisson par exemple. Le petit poisson mangé par le plus grand et le plus grand, etc. Jusqu'à l'homme. À chaque fois, il se transforme et il devient encore plus dangereux. Donc le mercure, c'est extrêmement dangereux. Et la façon dont et la quantité utilisée de mercure est horrible. Il y a aussi les puits qu'ils font là-bas. C'est horrible. Il y a des gens qui s'enfoncent là-dedans. Mais un puits, tu peux il y a des animaux, mais le mercure, tu ne peux pas trouver de solution. Il n'y a pas de solution. Tu dis quoi? Il y a une pollution du sol et il y a une pollution pour les travailleurs aussi? Évidemment, parce qu'ils le respirent, ils le touchent. Donc ils sont les premiers contaminés et nous sommes les prochains, c'est-à-dire l'air à travers les animaux et c'est quelque chose qui est horrible au Japon. C'est pour cela que ça s'appelle la maladie de Minamata et c'est grâce à ça que les gens ont découvert. C'est des villages qui ont été touchés, qui ont été malades. Non, ils ont eu des enfants qui déformés. Ah ouais.
Donc, ça passe dans le placenta et la maman qui transmet cette intoxication à son bébé. Donc, c'est des générations d'enfants mal formés. Ça peut aller de l'autisme simple à des malformations, mais horribles, des déformations horribles. C'est un coût qu'on ne peut pas imaginer. Ça, toi, tu as lancé des alertes là-dessus, mais absolument. Tu sens qu'il y a du... Je sens que... Il y a du répondant derrière Je sens que non, il n'y a pas du tout de répondant parce que c'est une urgence environnementale. Ça fait 2 ans qu'il y a des mesures pour arrêter. Ça n'a pas été arrêté. Ça continue, ça progresse. Il y a de plus en plus. Ils sont bien obligés. Il y a d'intérêt financier derrière. Voilà, il y a énormément d'intérêt. Énorme d'intérêt financier. Ils ont aussi ils ont peur parce que c'est des milliers, on ne peut plus canaliser. On ne peut plus canaliser. Et le mercure est interdit depuis 2020. Sa commercialisation, son transport. Depuis cette année? Ah oui, oui. Donc c'est fini. Sa production, parce que c'est ce que me disent les autorités. Ils me disent, oui, mais t'inquiète pas, en 2020, ce sera interdit. Oui, mais... Comme d'autres choses qui sont interdites. Oh, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire interdit en 2020? Production. Et tout le stock qui existe, c'est terrible. Il y a plein de questions. Parce que l'huile en pleine nature comme ça, c'est interdit. Mais interdit, en fait, entre l'implication. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai amené des lettres. L'usage du mercure est réglementé en Mauritanie. D'ailleurs, tout ce qui est déchets toxiques est réglementé en Mauritanie. C'est-à-dire que celui qui doit utiliser une substance toxique, que ce soit le mécanicien devant chez toi, que ce soit l'orpailleur, il est tenu d'avoir une autorisation pour utiliser cette substance et il doit garantir le recyclage ou le stockage ou l'élimination de son déchet toxique. Mais personne n'est là pour interpeller, personne n'est là pour Moi, j'ai dire, amené les gens de l'environnement, j'ai amené les gens de la délégation de l'environnement, je l'ai amené ici. Ils sont venus, ils ont vérifié, ils ont dit de mettre des barils pour stocker l'huile usée, mais... En fait, le ministère de l'Environnement, lorsqu'on s'adresse à eux, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils disent, nous, on n'a pas mission de contrôle. Nous, on a une mission de faire des législations, des lois et une réglementation. Maintenant, l'application, ce n'est pas de notre domaine. Ce ne sont pas nos compétences. C'est les comptes de qui? Des mairies, des autres... Du Wali, mais le Wali a une délégation. Il a une délégation qui... En fait, il y a d'autres qui doivent, mais là, heureusement, il y a une police d'hygiène. Ça, on l'a appris il y a 2 mois. Non, ma va très vite. La police oui, donc ils sont en train de créer une police d'hygiène. Et ça, je pense qu'elle va avoir normalement des prérogatives pour faire appliquer cette réglementation. C'est la nouvelle dame, là. Voilà, c'est la nouvelle ministre. Donc vous êtes... La nouvelle ministre. C'était une question que je voulais vous poser, c'est que vous êtes plutôt optimiste, du coup, sur l'orientation des autorités par rapport à la question... Oui, on est très optimiste. Moi, je suis optimiste, oui. Mais on est peut-être les seuls. Hier, par exemple, j'étais... Mais je ne suis même pas de nature à être pessimiste, non. Oui, j'aime toujours être pessimiste. Et optimiste, pas pessimiste. J'étais scotché parce que j'étais avec des fonctionnaires de l'administration. Ils m'ont dit, le ministre de la Santé et la ministre de l'Environnement vont bientôt démissionner. Comme ça. Ils sont sûrs de leur fait. Oui, ils n'arriveront jamais à appliquer leur bonne volonté, leur bonne décision. Ils vont se décourager et ils vont démissionner. Mais après, le problème, c'est que là, tout à l'heure, vous disiez les gens ne sont pas éduqués déjà dès l'école à ces questions-là. En fait, c'est pas que le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Éducation, il a un travail à faire. En fait, il y a une collaboration entre les ministères à faire sur ces sujets-là. Absolument. Non, tu sais, l'éducation en Mauritanie, pour moi, elle n'existe pratiquement pas. Parce que l'enseignant, il n'a même pas le temps d'enseigner. Bon, après, il n'y a pas que l'école qui éduque, il y a les médias, il y a les... Évidemment. Il y a des tas de choses, L'enseignant doit être bien payé. Il doit être bien payé pour mener à bien la tâche qui lui est confiée. Parce que il y a la radio, il y a la télévision, tout ça sont des éléments d'éducation. Les sujets qui sont choisis, voilà. C'est une responsabilité partagée, c'est une responsabilité citoyenne, surtout dans un pays comme le nôtre. En termes, si on devait dessiner un petit peu pour des gens qui ne connaissent pas bien la Mauritanie, et il y en aura qui écouteront ce podcast, donc ce sera le cas, si vous deviez dessiner un peu les gros enjeux environnementaux dans ce pays, comment vous les définiriez un petit peu? Alors, la Mauritanie, c'est un grand pays. Je pense qu'il y en a plein. Oui, la Mauritanie, c'est un grand désert, tellement beau, avec une population tellement fragile parce qu'elle est fortement dépendante de ses ressources naturelles. Ceux qui habitent sur le littoral sont fortement dépendants de la ressource pêche. Ceux qui sont dans
au bord du fleuve sont fortement dépendants de la ressource agricole. Les autres sont donc de la pluie voilà, aussi. évidemment. Et les autres sont fortement dépendants de tout ce qui est pâturage, élevage. Donc la ressource en bétail. Donc nous avons besoin de respecter notre environnement. Nos administrations ont pris le virage du développement industriel, minier, de façon très sauvage, parce que si on respecte les standards internationaux, si on respecte les normes, si on respecte, on peut faire tout cela. Mais j'ai de forts doutes parce que déjà ce qu'on voit, avec l'extraction du gaz, avec l'exploration du pétrole, avec toutes les campagnes sismiques qu'ils sont en train de faire, avec les études d'évaluation d'impact qui ne respectent pas la recherche scientifique, les cas de BP qui est célèbre, l'étude environnementale menée par BP, ça c'est là avec la polémique. Avec tout cela, moi, ça me donne vraiment des frissons dans le dos et ça m'inquiète fortement. Avec la question de l'orpaillage que vous venez de citer. Avec tout ce potentiel, tout le monde se rue dessus, sans se préparer, sans surtout voir où on va. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète vraiment. Et ça Le sous-sol en Mauritanie est dangereux. Et il y a beaucoup de minerais. Par exemple, le triangle Mali, Mauritanie, Algérie, c'est full, complètement plein de gaz et de pétrole. Et ces gens-là viendront, les Occidentaux seront là, automatique. Il n'y a rien mais à faire, ils sont déjà là. Oui, mais ils viendront. Tu sais, ce qu'ils sont en train de faire, les G5, c'est des éclaireurs. Mais ce phénomène d'orpaillage, il est transsahélien. Est-ce que vous savez que ce phénomène d'orpaillage, comme elle te dit, là, mais ils sont en train de tuer l'environnement lui-même, la terre elle-même. Absolument. Ouais, alors que comme tu dis, c'est comme dans des espaces de biodiversité fragiles aussi. Absolument. En fait, là il y a un enjeu d'existence en fait par rapport à la nature. Évidemment, on remet tout en cause, on remet tout le système économique qui existe et qui est viable pour dire demain on va être comme Dubaï. Non, on ne sera pas comme Dubaï. Et ça, moi je n'y crois pas du tout parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les éléments qu'il faut, c'est-à-dire une bonne gouvernance. La Mauritanie est extrêmement riche en ressources, mais on n'a jamais bénéficié, le citoyen n'a jamais bénéficié de ça, avec tout ce que vous voyez comme pauvreté. C'est impensable. Vous pensez qu'avec ces nouvelles richesses, ça va changer quelque chose? Ceux qui ont été riches vont être beaucoup plus riches et les autres vont être beaucoup plus pauvres. Ça ne change pas le système social. Non, pas du tout. C'est le système social qui crée tous les problèmes. Alors les pêcheurs n'auront plus du tout de poissons. Avec tout ce qui se passe sur le littoral, il n'y aura plus du tout de poissons. Ceux qui vivent de leur cheptel, il n'y aura plus de cheptel parce qu'avec tout ce que vous voyez comme chantier minier, et voilà. Donc, parce que là les trois enjeux que tu as cités, la question de la pêche sur le littoral, le bétail et l'agriculture. En fait, si on regarde ce qui se passe depuis des années, il y a des concessions de pêche qui sont données pour de la pêche industrielle avec la pêche de fond. La pêche de fond, qui détruit complètement l'écosystème. Avec les mailles des filets qu'ils utilisent, ils prennent tout et n'importe quoi. Aucune surveillance. L'agriculture, la zone du fleuve est sous-valorisée. Et le bétail, en fait, avec la désertification, on a des sécheresses de plus en plus régulières. Donc, en fait, on a l'impression que tous les indicateurs sont plutôt au rouge. Quoi, non, moi, je trouve qu'ils sont au rouge. Maintenant, on a espoir parce qu'il y a un changement politique. J'espère qu'il y a un changement de politique. À confirmer, quoi. Voilà, on va voir que le discours est beau. Maintenant, on va voir les actes. Est-ce que les actes vont suivre le discours? Et voilà, sinon, ce sera sauf qui peut. Tout à l'heure, quand on parlait de l'orpaillage, vous parliez tous les deux du fait que des intérêts financiers aussi qu'il y a derrière. Dans d'autres pays, on entend qu'il y a des activistes ou des militants écologistes qui se font assassiner pour leur combat. Bien sûr. Est-ce qu'on en est là ici? Est-ce qu'on pourrait en arriver à ce que des enjeux financiers soient tellement remis en question par la destruction de la biodiversité qu'en fait on en vient à de la violence? C'est ce qui se passe actuellement de l'autre côté, dans le Nord Mali. Il y a des gens qui sont tués uniquement à cause de ça. Parce qu'ils ne veulent pas de ces gens-là ici, de l'autre côté. Ils ne veulent pas qu'on vienne exploiter les ressources. Non, ils ne veulent pas du tout. Mais imagine-toi, par exemple, il y a à peu près 2400 et quelques tonnes d'or dans les réserves françaises. Alors qu'il n'y a pas une seule mine d'or en France. Ouais. Au Mali, 860 mines. Il n'y a pas un kilo d'or. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les Français? Oui, bien sûr. Mais c'est évident. Ils sont en train de livrer
de livrer des motos à Daesh sur le sol malien. Bon, en tout cas, c'est sûr que derrière les conflits, il y a des enjeux d'environnement aussi. J'ai dit que sur le triangle Mauritanie, Mali, Algérie, c'est ce qui se passe. Ouais. Moi, je n'ai pas peur c'est pas que je n'ai pas peur. Je ne pense pas que les lanceurs d'alerte seront les premiers à être qui sont en danger. Moi, je pense qu'il y a un potentiel de conflit. Il y a une source de conflit qui est en train de couver, du feu qui est en train de couver. Pour d'autres raisons, surtout dans la région de Chami, des confrontations. Moi, je suis sûre qu'un jour, ce sera quelqu'un prendra le fusil pour défendre une source d'eau qu'il a. Chaque jour, on a des manifestations devant le Wali pour dire que... parce qu'il y a beaucoup des petites mines, des autorisations pour l'ouverture. Donc, qui est une ville... Voilà, minière. Une nouvelle ville. Ouais. Donc, à côté de Taziest, il y a beaucoup de licences pour l'installation d'usines qu'on appelle les petites mines. D'usines de transformation de l'or. Et les populations autochtones refusent. Elles disent non, basta, c'est fini, on n'en veut pas. Parce qu'elles utilisent du cyanure, justement. Et les gens ne comprennent pas que, déjà, avec le mercure qu'il y a, qui est beaucoup plus dangereux, mais la zone est sous haute tension. Je suis sûre que ceux qui sont venus de très loin, comme Bombodi, et ce sont des Mauritaniens, des fois, qui viennent du nord, de l'est, ou qui viennent du Ghana, ou des Mauritaniens qui habitaient, qui travaillaient en Afrique, qui sont rentrés, qui ont vendu tout ce qu'ils avaient pour venir investir là. Et les populations autochtones qui disent mais non, sortez, foutez-nous le camp, laissez-nous vivre. On a de l'eau qu'on boit, on a du bétail, on a besoin de... Vous venez nous polluer, mais ce sera le conflit de demain si les autorités... D'ailleurs, il y a un troupeau de chameaux qui est mort il n'y a pas longtemps. Il y a souvent de ce genre 7 ou 8 chameaux qui étaient morts à cause de ça. Il y a souvent ce genre de petits incidents et ça alimente et les autorités ne sont pas intervenues. Il y a une question que je voulais vous poser un peu, mais du coup je voulais la poser un peu après, mais je vais l'anticiper un peu. Par rapport à ce que tu dis sur justement les gens qui vivent sur place, il y a 2 grands parcs nationaux protégés ici, qui sont le Diaoling et le Bandarguin. Absolument. Et ça se passe à côté. Il y a des communautés qui vivent dans ces zones, au moins au Diaoling, à ce que je sais, et au Bandarguin aussi, au moins au niveau de l'île d'Agadir, dans ce coin-là. Est-ce que ces parcs aujourd'hui, ils peuvent représenter des modèles ou des... Alors il faut que tu saches déjà que ces 2 sites sont fortement menacés Surtout par tout ce qui se passe. Surtout le Bandarguin. Ce sont 2 patrimoines, 2 aires marines protégées. Ouais. Le Bandarguin est patrimoine mondial. Mais d'ailleurs, le Bandarguin, quand on va là-bas, en fait, on voit qu'il y a des dunes tout au bord, enfin jusqu'à l'eau. Voilà. Mais en fait, parce que la vraie richesse de la biodiversité du Bandarguin, c'est la mer. Enfin, c'est les oiseaux qui passent, mais c'est l'océan aussi. Absolument, absolument. C'est l'écosystème, la richesse de la biodiversité fait que c'est une nurserie pour tout ce qui est ressources en pêche. Ouais. Donc et en tortue. Les tortues marines viennent pondre sur les plages et c'est vraiment une source de biodiversité pour toute la sous-région. Donc jusqu'en Guinée-Bissau et en Europe. Donc c'est vraiment tout le littoral se nourrit du Bandarguin. C'est pour ça que c'est patrimoine mondial et c'est préservé. Mais avec tout ce qu'on a développé autour comme activité d'exploration et d'exploitation. Vous avez les 4 grands majors, ExxonMobil, Total, Shell, BP, qui se sont partagés les blocs qui sont aux frontières du parc. Mais une sismique qui est faite là, entre nous et le Sénégal, a tué 163 dauphins au Cap-Vert. Si on a à 0 mètre du Bandarguin toutes ces compagnies pétrolières qui sont là faire de la recherche, c'est fini. Au Diaoling, on a un port qui va servir pour le fuel, pour le gaz, et qui est en construction. Mais ça, c'est la mort sûre et certaine du Diaoling. Donc, d'abord, elles sont déjà menacées, ces 2 espaces, en plus de nous. Donc, nous, on est déjà morts. Non, c'est terrible comme... Ces gens-là sont fous de c'est terrible ce qu'on a comme... Ils sont capables de tout. Ça laisse vraiment penser que le pire qui peut arriver à ce pays, c'est qu'on trouve des richesses naturelles, en fait. On se suffisait du poisson et du fer. C'était suffisant. Le reste, c'est la mort. Quand on est à Nouakchott, on voit que beaucoup de gens jettent les ordures un peu n'importe où, qu'on maltraite les ânes, les chiens, etc. Voire même être écologiste, ça passe pour un truc de toubab, bien souvent. Ou un truc de fou, parce que bon, là, on t'a déjà... Moi, on me dit Nasrani. J'ai d'âme Nassara. Bon, on lui dit, c'est un illuminé.
On est en République islamique, la religion est assez présente quand même dans la société. C'est pas un sujet qui est absent des textes religieux. Moi par exemple on m'avait raconté un hadith, alors je me rappelle que dans les grandes lignes, mais où il me semble que c'était quelqu'un qui surchargeait un dromadaire et je sais plus c'était le prophète ou un de ses compagnons qui lui disait, en gros qui lui disait comprendre qu'il fallait pas le surcharger, qu'en fait c'était un peu une image pour dire il faut pas maltraiter la nature, il faut respecter la nature. Tu sais même dans la façon dont on égorge un animal, on est obligé de l'égorger parce qu'on a besoin de le manger. Même dans cette façon, dans notre religion, et ça, très peu, on ne le dit même pas, on ne l'apprend même pas aux gamins, il faut lui bander les yeux, il ne faut pas qu'il voit le couteau arriver, et il faut que le couteau soit très bien affûté, pour pas faire durer la souffrance. Il faut que ça soit rapide, et il faut rassurer la bête. Il ne faut vraiment pas qu'elle... Mais du coup, c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal parce que cet aspect de la religion est complètement occulté chez nous. Rahma, la miséricorde, les leçons d'hygiène, tout ça, la purification, le fait qu'avant d'aller prier, il faut se laver 5 fois par jour, ça, il n'y a que notre religion qui le fait. Ce sont des actes, la propreté, tout ça, mais ce n'est pas des choses qu'on nous apprend. Parce que moi, des fois, il y a des gens qui me disent ça et j'ai envie de leur dire, mais non, en fait, c'est pas un truc de toubab, la religion, c'est pas du tout contradictoire. C'est pas ce qu'on utilise. Même nos imams ne sont pas éduqués. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent juste du Coran, ce qui va leur donner du pouvoir, un abus de pouvoir ou leur autorité eux-mêmes. Il y a des imams qui parlent d'environnement ? Quand j'avais créé le village de la biodiversité, parce que je sais que changer de mentalité, faire de la sensibilisation, il faut passer par le culturel. Et notre culture, c'est la religion. J'avais passé un partenariat avec une association qui a été fermée d'ailleurs, qui s'appelle Mustaqbal. C'est Cheikh Ould Dado. Cheikh Ould Dado qui est un grand... Hamd Hassan Ould Cheikh Ould Dado, qui est un grand savant qui est écouté. C'est un professeur dans les universités à Qatar, aux Émirats, aux États-Unis. Il est très jeune. Je le connaissais personnellement. Son association était là à Arafat. Et je discutais avec lui de beaucoup de choses. Et je lui avais dit, j'ai besoin d'avoir une conférence par mois pour que les gens comprennent l'islam, en l'appliquant sur tout ce qui est aspect citoyen et environnemental. Il me dit, mais je t'en fais des livres, je t'en fais des livres. Et il avait commencé par donner des conférences. Et quand il venait au village, le village était full. C'est-à-dire on le remplissait de l'écran jusqu'au mur, full. Il a donné des conférences, il a appelé le comportement hadari, urbain, le comportement citoyen en milieu urbain. Et il parlait de tout, il parlait de la gestion de l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau, il ne faut pas faire pipi dans les rues, des choses comme ça. Vraiment. Et il trouvait l'aya ou le hadith. Malheureusement, au bout de 5 conférences, il faisait une par mois, parce qu'il voyageait beaucoup. Il a commis un acte politique. D'abord, la première conférence, j'ai été convoquée la police m'a convoquée. Elle me dit, qu'est-ce qu'il fait chez vous ? Hier, on m'a dit que vous avez fait une conférence, qu'il y avait tel... Qu'est-ce qu'il raconte ? Je dis, non, il est là pour faire des conférences sur l'éducation citoyenne. Ok, à chaque fois qu'il va venir, ils ont instauré depuis ce jour-là une demande d'autorisation. Okay. Et au bout de sa 4e ou 5e, il avait fait un acte politique. C'était le signe Arba, le symbole 4, qui est un signe de résistance. Donc à la fin de la conférence, il l'a fait. Et apparemment, dans le parc, il n'y avait apparemment que des policiers. Avant minuit, j'ai été convoquée et on m'a dit plus d'activité. Il a fait l'acte, le symbole de soutien au peuple du Liban, Hezbollah, et donc il est là pour faire. Mais je dis, il n'a pas parlé de Hezbollah. Il a fait juste au moment de dire au revoir, il a fait ce symbole-là. J'étais là. Non, c'est fini. Et juste après, ils ont fermé son association culturelle. C'est une association culturelle, mais parce qu'ils le cherchaient. Donc, mais ça existe. Mais il faut vraiment aller chercher les personnes qui ont de l'influence et les sensibiliser. Parce qu'en fait, elles ne sont pas sollicitées pour ce genre-là de questions. Elles sont sollicitées pour comment faire un mariage, comment faire un divorce, comment faire ceci, comment faire cela. Mais elles ne sont pas sollicitées pour les questions environnementales et citoyennes. C'est là où le rôle de l'État intervient. Si l'État avait une stratégie d'éducation citoyenne environnementale, il mettrait, en plus de la radio, de la télévision, les mosquées à contribution. Parce que c'est un lieu d'éducation, la mosquée. Au temps de l'islam, au temps du prophète, la mosquée servait d'école et de résolution de conflits sociaux. Et c'est là où il a commencé à éduquer. Si on retrouvait
ces vertus-là pour parler de choses d'intérêt général, au lieu de parler que l'islam, c'est une épée qu'il faut tuer, qu'il faut couper, qu'il faut flageller, je crois qu'on aurait réussi à ça. Mais ça, il faut vraiment une volonté politique et il faut que les gens comprennent l'utilité de ces prêches-là. Plus du tiers de la population mauritanienne à Nouakchott. Ça va très vite. Les gens sont tous à Nouakchott actuellement. Très vite aussi, ouais. Hein? La ville grandit très vite aussi. Oui, c'est parce que c'est la sécheresse qui est la cause de tout ceci. Les gens ils quittent leur terroir pour venir ici parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre à l'intérieur. Il n'y a pas eu de pluie, le bétail c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus de bétail. Mais ils sont obligés de venir en ville pour chercher à se nourrir d'une manière ou d'une autre. Mais cette urbanisation sauvage, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a conduit, justement, c'est par ce manque d'éducation, c'est que les gens n'avaient pas l'habitude des villes. Tu as parlé des gens du fleuve, mais ils sont très peu. Ce sont les moins qui ont fait le déplacement. Ils ont fait le déplacement. Mais d'abord, c'était les populations nomades. Ouais. Donc les plus fragiles, les plus touchés par les premiers par la sécheresse. Par la sécheresse. Et dans leur culture, par exemple, la gestion des déchets, ils ne l'avaient pas. Ils ont l'habitude que quand ils sont quelque part, dès que l'espace devient très pollué, ils changent d'espace. C'est-à-dire, ils ne gèrent pas leurs ordures, ils les laissent et ils quittent pour aller dans un autre espace. Ils déménagent, c'est tout. Voilà, ils déménagent. C'est des nomades. Ils ont gardé cette culture et quand ils sont venus en ville, ils ont continué à faire exactement la même chose. Et la gestion des déchets, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce qu'il y a évidemment le rôle du citoyen, mais aussi les rôles des mairies, le rôle de l'administration. Une fois, je faisais un reportage sur ce problème-là à Sabra, le marché. Le soir, je suis passée par hasard devant une maison et j'ai vu une Wolof sortir avec son seau d'eau usée et le verser sur le goudron. Ouais, on voit ça très souvent. Voilà. Alors je viens, je la salue, je l'interpelle, je commence à lui poser. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était un acte de résistance qu'elle était en train de faire. Je lui ai dit, mais pourquoi tu verses cette eau sale au milieu du goudron en fait? Elle n'est même pas devant chez elle, ni... Non, elle est allée au milieu du goudron, elle l'a versée. Elle dit oui, parce que si je verse dans ma maison, au bout de 2 jours, je serai obligée d'amener un camion d'assainissement. Je n'ai pas le système d'assainissement comme au Sénégal. Ici, il n'y a pas de système d'assainissement. Je suis obligée tous les 2 jours parce que j'ai un petit puits perdu. En plus, je n'ai pas un service de ramassage de poubelles. Donc, je ne sais pas où mettre ma poubelle, je la mets au milieu de la chaussée. Si je la mets au milieu de la chaussée, ils seront bien obligés de venir la prendre. Ouais. Parce que si je la mets devant chez moi, elle va pourrir. Je ne sais pas où mettre la poubelle. Il n'y a pas de conteneur, il n'y a pas de contenant. Et s'il y a un conteneur, il va se remplir, mais personne ne viendra. Mais ça, il y a quelques années quand même. Donc, c'est vrai qu'on dit, oui, on a des citoyens qui ne sont pas éduqués, mais il y a aussi toute une gestion absente des déchets. Si on ne donne pas de conteneur, on n'a pas un réseau d'assainissement, après dire aux citoyens avalez vos déchets, c'est facile. Bien Donc c'est une responsabilité partagée aussi. Est-ce que vous avez un dernier message, un cri du cœur que vous voulez passer, une information? Moi je vais dire avant de donner la parole. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Tu as raison, je parle trop à part. C'est maintenant que je m'en rends compte. Oui, je suis bavarde. Nom de Dieu, j'ai envie de leur dire, mais pensez à vos enfants. Qu'est-ce que vous allez leur laisser comme héritage? Vous allez, vous allez dire, oui, on va leur laisser beaucoup d'argent, mais si avec beaucoup d'argent, ils n'ont pas un endroit propre, sain, de l'eau potable, de l'air respirable, où est-ce qu'ils vont aller? Ils ne peuvent pas aller vivre ailleurs. C'est ici qu'ils sont obligés de vivre ici sur ces terres. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas dire, oui, on va aller acheter un appartement en Espagne ou au Maroc ou aux États-Unis, on va vivre là-bas. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'un jour, j'étais au lycée français, je parlais aux élèves et puis j'ai entendu l'un des gamins dire « Oui, mais on va aller vivre au Maroc. » « Oui, mais toi, tu vas aller vivre au Maroc. » Mais et les autres qui n'ont pas les moyens d'aller vivre au Maroc? Et si toi, tu peux... Mais est-ce que tes enfants pourront aller vivre? Les petits-enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faudrait qu'on se pose un peu et qu'on réfléchisse ensemble à ces questions-là. En fait, quand on aime son pays, la perspective, c'est pas de le quitter si on l'a dégradé, c'est de le sauvegarder. Oui, c'est la bonne question. Est-ce qu'on aime vraiment ce pays? En fait, c'est ça. Voilà. En fait, les gens qui ont la marge pour les moyens de sauver la biodiversité, etc., en fait, quel amour ils ont pour ce pays, en fait, ça pose des questions aussi. Il n'y a pas d'amour pour ce pays. Parmi les citoyens mauritaniens, ils ont un amour pour l'argent, mais pas pour le pays. Ça, c'est moi qui te le dis. Aucun d'eux ne pense au futur de la Mauritanie.
Aucun d'eux ne Bon, il ne faut pense pas à ses dire tous, parce que petits-enfants. toi et moi, on pense quand même à... Oui, au bon, moins- mais quand on je dis tous, Vous êtes là aussi, quand hein. je dis tous, Voilà. il y a toujours une exception. Quelques exceptions, heureusement. Comme elle te dit, les prêches qu'ils font ici. Ouais. Ils font la prêche pour que le Ghazouani soit élu, ou pour qu'Aziz soit élu. Non, ne faites pas cette prêche-là. Faites plutôt une prêche pour défendre ce pays, pour le nettoyer, pour faire un assainissement, pour faire éduquer les enfants. C'est ça la bonne prêche. Mais ces gens-là ne font pas de prêche pour ce genre de choses. Ils ne le font pas. Pour cela que je te dis qu'il n'y a pas de musulmans en Mauritanie. Tu comprends? C'était en quelle année quand où le Gide s'est suicidé pour 1 million de francs CFA? Il s'est suicidé à Rosso. Après un contrôle, il y avait un trou d'1 million de francs CFA, 200 000 ouïas dans le temps. Il s'est suicidé. Maintenant, quand ils volent 1 milliard, on t'applaudit. Il faut d'abord faire des prêches, ce genre de choses. Ça, c'est un bien de l'État. Il est pour Mohamed Sidi, des arrière-petits-petits-fils. Ce n'est pas pour toi seulement, ni pour moi, c'est pour d'autres gens, des milliers de personnes qui viendront. Et c'est ça la bonne prêche qu'il faut faire. Bien diriger ce pays, bien se méfier des biens de l'État. Et penser à la justice. Chaque poisson pêché ici, sur cette côte, le Mauritanien qui est à Basseknou a sa part. Il a un droit sur ce poisson qui est pêché dans ces eaux-là. Il faut que chacun de nous pense à ça, pense qu'il a son droit. Il faut que vraiment ça soit... Tout ça, mais ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Et tous les gars du monde voudront bien se donner la main pour faire de notre planète un joli petit poisson. Et l'on lira dans le manuel de géographie que la Terre est un poisson tournant autour de lui-même en 24 heures et en 365 jours un quart autour du Soleil. Et un beau jour, à force de tourner autour du Soleil, le poisson finira par rôtir. Et tous les crèves la fin du monde, tous les damnés de la Terre, tous les va-nu-pieds, tous ceux qui ne peuvent pas chanter We Are the World, tous ceux qui n'ont inventé ni la bombe atomique ni Coca-Cola, tous se mettront à manger. Et après 2 ou 3 révolutions autour du Soleil, du poisson, il ne restera plus que les arêtes. Habib Ould Marfoud, journaliste mauritanien décédé en 2001 et auteur des Mauritanides, publié dans le 5e numéro de Mauritanie demain, septembre 1991. On arrive au terme de cet épisode. On remercie Maïmouna et Bamba et on leur souhaite du courage pour la suite et dans leur combat pour la préservation et le respect de la nature. On remercie également Alia Abbas, journaliste indépendante, qui nous a accompagnés sur tous les entretiens réalisés cette année 2020 en Mauritanie et nous appuie notamment sur la technique. On espère que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. À bientôt et gardons nos lanternes allumées.